Bonjour, donc Rémi est chercheur au LBE, au Laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne, et il est mathématicien, statisticien, en biostatisticien, donc dans l'équipe analyse de données omique et fonctionnelle. C'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Oui. Donc, bonjour à tous. Je suis assez surpris d'avoir été le seul à répondre à cette campagne de dépôt de post-print. Du coup, je pensais quand même qu'il y avait eu plusieurs personnes. Donc, en fait, moi, pour revenir sur ma pratique de la science ouverte, donc ce que je vais livrer, c'est mon témoignage. Hein. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment que ça remplisse, que ça coche toutes les cases des bonnes pratiques. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, moi, dans ma discipline, en fait, donc, au début, j'ai fait une thèse, donc j'ai soutenu ma thèse en 2010. Et donc, dans ma thèse, c'était en statistique mathématique assez théorique. Et donc, dans ce domaine, c'est pas rare d'avoir des délais qui dépassent largement un an pour avoir un article accepté après sa soumission. Et encore, je ne parle pas de s'il est refusé une fois, s'il faut le reprendre plusieurs fois. Là, ça peut arriver facilement à 2 ans. Du coup, à la fin de ma thèse et au début des années où j'ai cherché un poste, pour moi, c'était assez logique de mettre directement mes préprints sur Internet parce que ça prouve que l'article existe bien s'il est soumis. Et aussi, quand on continue à travailler sur le même sujet, ça permet de s'appuyer sur quelque chose qui est quand même existant, même si ce n'est pas validé, si ce n'est pas encore accepté. Si ça met 2 ans à être accepté et qu'on doit attendre pour pouvoir continuer à travailler sur un sujet, ça fait un peu long. Donc, du coup, c'est quelque chose que je fais depuis la fin de ma thèse, de mettre les préprints et les différents post-prints en ligne sur Internet. Donc, au début, j'avais un site web perso et je le mettais dessus. Et depuis que je suis à l'INRAE, je mets tout sur HAL, parfois sur Bioarchive, mais principalement sur HAL. Donc du coup, alors je mets tout, c'est pas tout à fait vrai. J'essaie de mettre tous mes articles en préprint, mais parfois c'est un peu compliqué quand je me sens pas forcément de le faire quand je suis pas un des producteurs principaux, dirons-nous, de la publication, et que la personne qui est plutôt en charge, elle le fait pas par elle-même. Ça m'arrive de ne pas le faire, mais pour les fois où je suis dans les producteurs principaux de la publication, je le fais à chaque fois. Et c'est vrai que il y a encore des disciplines, principalement, moi je travaille avec des biologistes, il y a des personnes qui sont encore un peu réfractaires, qui se demandent est-ce que si je mets le préprint en ligne, ça ne va pas m'empêcher de publier dans telle revue ou des choses comme ça. Et même en essayant de les rassurer, parfois, ça ne suffit pas pour qu'ils mettent le preprint directement en ligne. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire tout le temps, mais c'est vrai qu'il peut quand même manquer encore certains articles. Donc, en tout cas, moi, sur cette pratique-là, j'y vois que du positif. Donc, on peut avoir, donc, comme je l'ai dit, quand les délais de publication peuvent être supérieurs à un an et demi, forcément, quand on met le préprint en ligne, on peut avoir des interactions plus rapides avec les gens de la communauté. On peut avoir des citations sur des articles qui ne sont pas complètement acceptés. Enfin, ça peut aller beaucoup plus vite. Et j'ai vu aucun négatif, c'est-à-dire que je n'ai jamais été empêché de faire quoi que ce soit parce que j'avais déposé un préprint, un post-print ou n'importe quel manuscrit à n'importe quelle étape sur un site comme HAL. Donc après, ça c'est peut-être là où mon témoignage coche peut-être pas toutes les bonnes cases, c'est-à-dire que je me pose pas vraiment la question en fait de est-ce que c'est autorisé ou pas. Pour le preprint, je le mets dès la soumission de l'article, je le mets sur HAL directement. Après, pour le post-print, c'est vrai que je vais quand même souvent regarder sur Sherpa, mais je mets quasiment tout le temps la version, donc qui n'est pas la version éditeur, hein, qui est la dernière version soumise et acceptée, mais qui a été produite par nous, quoi. Pas produite par l'éditeur, pas avec la mise en forme de l'éditeur. Et donc en faisant ça, ça m'a jamais empêché de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été
contacté par une revue qui n'était pas contente ou quelque chose comme ça. Après, donc pour le choix des revues, donc en fait, il y a eu donc au départ, je le faisais pas du tout en fonction de si elle donnait un accès libre au manuscrit. Il y a eu une période, il y a quelques années, où je le prenais en compte, mais en fait, maintenant, ce que je me dis, c'est que de toute manière, comme je mets le préprint et le postprint disponibles sur HAL, que c'est très bien indexé, hein, si on a le titre de l'article, HAL sort premier ou deuxième, donc il n'y a aucun souci pour le trouver si quelqu'un veut le trouver. Donc c'est vrai que j'ai tendance à plus trop faire attention à ça, à publier plutôt comme, je ne sais plus qui l'évoquait, plutôt dans des revues que je considère comme bonnes, même si elles sont pas forcément en libre accès, mais au moins elles ne sont pas payantes. Et de toute manière, comme l'article est disponible ensuite librement sur HAL ou sur Bioarchive, bah, je considère que ça fait le taf, quoi. Donc après, qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, est-ce que la science est assez ouverte? Donc moi, je pense que bah, tout va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a au niveau des publications, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi au niveau des données, donc des codes. C'est-à-dire que nous, souvent avec nos articles, il y a des codes, soit pour utiliser les données, soit pour simuler des données. Et donc maintenant, c'est quand même une pratique qui est extrêmement répandue de mettre ces codes en libre accès et ces données, même si un peu moins avec les articles. Et c'est vrai que j'ai eu un exemple là récemment dans le dernier mois, j'ai vu un article, un préprint qui est sorti, qui était intéressant, et il n'y avait pas les codes avec, donc j'ai contacté la personne qui m'a dit qu'ils n'étaient pas encore disponibles parce qu'elle considérait que qu'ils n'étaient pas encore au point, quoi. Et c'est vrai que ça m'a un peu, enfin ça m'a pas choqué, mais bon, je me suis dit, ah tiens, il y a encore des gens qui mettent pas les codes directement avec les articles quand l'article est basé dessus. Je trouve ça un peu dommage, et voilà, bon, même si a priori ils comptent le faire par la suite, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, en tant que reviewer, en tout cas, ça m'embêterait d'avoir un article stat basé sur des simulations ou des choses comme ça à reviewer et qu'il n'y ait pas les codes disponibles avec. Donc j'ai aussi soumis un article à PCI, donc qui a été accepté. Donc c'était le premier article dans PCI environnemental et écotoxicologie. Donc après, pour que ça rentre plus dans les mœurs, je pense qu'il faudrait quand même voir comment ces revues sont considérées au niveau des évaluations et même au niveau de l'ensemble des chercheurs, parce que là, je trouvais que c'était une bonne idée là, parce qu'il n'y avait pas d'étudiants sur le projet. Il n'y avait que des chercheurs déjà en place. Donc du coup, on l'a fait. Mais s'il y avait eu un étudiant, c'est vrai que je ne sais pas si je l'aurais fait, parce que je me serais dit, je me serais demandé comment cet article allait être considéré ensuite quand il postulerait sur des postes fixes. Est-ce que les gens allaient dire, ouais, mais c'est PCI, est-ce que c'est vraiment une bonne revue? Enfin, voilà, ça serait une question que je me serais posée, alors que là, comme il n'y avait que des chercheurs déjà en place, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Et voilà, et donc ça s'est très bien passé. Donc tout est publié en ligne avec les codes, et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour faire bouger les lignes de ce côté-là. Ouais, donc voilà, pour l'évaluation des chercheurs par rapport à la science ouverte, bah, je pense que c'est assez dur à prendre en compte. C'est sûr que bon, la plupart des préprints doivent être disponibles en ligne, mais comme vous avez dit, c'est difficile d'obliger les gens. Même moi, des co-auteurs, des fois, j'ai un peu de mal même en les poussant, j'ai un peu de mal à leur faire en fait, là, mettre le préprint en ligne quand je ne me sens pas de le faire moi, parce que je suis moins important sur ce travail-là. Bon, j'ai quand même l'impression que les lignes sont en train de bouger, mais ce n'est pas encore acquis pour tout le monde en tout cas. Et bien entendu, je ne sais pas s'il y a vraiment un débat encore sur ça, mais je pense que l'accès libre aux publications, ça peut être que bénéfique, que ce soit pour l'accessibilité de tout le monde ou même pour une certaine éthique, parce que quand on donne les codes et les données avec ces publis, tout le monde peut refaire tourner, et même s'il y a toujours des moyens de truquer, forcément, c'est quand même
c'est quand même mieux si tout le monde peut faire tourner, vérifier les résultats, changer des choses éventuellement. Et voilà, je ne sais pas si j'ai... Si, ça a été assez complet. Vous avez répondu à toutes les questions que j'avais préparées. Donc, Ouais, merci je me suis pour votre basé sur intervention. ça.